Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, selon un sondage réalisé par l'Institut United Survey et publié par Wiktualna Polska le lundi 19 juin, plus de la moitié des Polonais souhaitent un référendum sur la participation de la Pologne au programme de relocalisation des demandeurs d'asile de l'Union européenne. Une idée avancée de référendum par Jarosław Kaczyński, le leader du parti droit et justice, le PiS, au pouvoir. La Pologne et la Hongrie, notamment, ont été les seuls États membres à voter contre la proposition de négociation, proposition qui a été adoptée par le Conseil de l'UE le 8 juin dernier sur la base du principe de solidarité. On va en parler, bien entendu, avec David Engels. Bonjour David Engels, vous êtes historien et essayiste et multifactoriel, et vous connaissez bien ces sujets puisque vous vivez en Pologne près de Varsovie. Concrètement, David Engels, le parti au pouvoir, le PiS, de Jarosław Kaczyński, lui qualifie cet accord de diktat qui vise à changer la culture européenne. Que doit-on en penser, David Engels ? Oui, salut Nicolas, merci bien pour l'invitation sur ton antenne. Alors, au fond, cette loi de relocalisation, c'est un cadeau pour le PiS actuellement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement le PiS se trouvait relativement bas dans les sondages. Il y avait toute une série de problèmes, de scandales qui rendaient la réélection du gouvernement relativement problématique. Or là, maintenant, avec cette loi de relocalisation, on leur donne un nouveau vent. Heureusement. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? En fait, le problème, il est double, voire triple. D'abord, c'est une loi ou disons une mesure en accord commun qui a été trouvée par majorité simple. Or, normalement, dans ce genre de décision, il faut l'unanimité. Et la Pologne et la Hongrie avaient refusé leur accord. Donc déjà, le fait de les obliger un certain accord sur la migration, c'est quelque chose qui est assez inusuel et qui trouve alors un grand refus. Deuxième point, un nombre fixe. Là, on parle d'un minimum de 30 000 migrants à relocaliser à travers l'Europe selon une clé de répartition relativement vague qui reste pas vraiment claire, avec un nombre qui est clairement un nombre minimum. Donc, on voit bien que là, il s'agit de mettre un petit nombre, 30 000, pour pouvoir l'agrandir. Et alors, le troisième point qui est fait le plus scandale, évidemment, ici en Pologne, c'est que on a prévu une somme de 20 000 euros par migrant qu'un État refuserait. 20 000 euros. Donc, c'est immense parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la Pologne, elle, accueille 1,5 million de réfugiés de guerre ukrainiens et la Pologne reçoit de l'Union européenne par réfugié de guerre 100 euros. Ah oui. Oui, parce que vous avez raison de le dire, David Engels, c'est que la Pologne reçoit déjà 1 million d'Ukrainiens. On peut pas leur faire le procès qu'ils n'accueillent pas à un moment donné des réfugiés, me semble-t-il. C'est un préalable à toute discussion sereine. Oui, c'est absolument absurde. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour ainsi dire, tous les réfugiés de guerre ukrainiens qui actuellement se trouvent en Allemagne ou dans d'autres pays, et en Allemagne, il y a 1 million maintenant, ont transité d'une manière ou d'une autre par la Pologne. Donc, c'est au fond la Pologne qui a filtré l'écrasante majorité des réfugiés de guerre ukrainiens qui actuellement, comme je le dis, hébergent 1,5 million et qui reçoit 100 euros par tête de la part de l'Union européenne. Alors, il y a une conséquence évidente, c'est que on voit très bien quelle catégorie de réfugiés est prioritaire pour l'Union européenne. Quand il y a la comparaison entre les réfugiés de guerre ukrainiens qui sont véritablement persécutés chez eux, où il y a les bombes qui tombent littéralement, et les réfugiés méditerranéens qui viennent des pays musulmans ou africains, on voit très bien que l'Union européenne fait tout ce qu'elle peut pour forcer les États à plutôt accueillir les uns que les autres. Donc il y a une très claire priorité et c'est évidemment ça qui actuellement choque littéralement les Polonais et qui a donné lieu alors cette idée de Kaczynski d'organiser un référendum parce qu'il sait très bien que dans cette situation-là, ce référendum deviendra un genre de plébiscite de son gouvernement et vu l'idée d'organiser ce référendum très probablement le même jour que les élections qui vont se tenir, je crois, en octobre, on voit très bien la tentative de sauver finalement une nouvelle période de gouvernement pour le PiS. Oui, et c'est intéressant ce que vous dites, David, parce que Jarosław Kaczyński, finalement, lui, dit carrément, c'est un diktat
qui vise à changer la culture européenne. Donc ça va loin dans cette analyse-là, concrètement aujourd'hui. Donc on parle bien. Ne soyons pas naïfs sur la nature à un moment donné de l'immigration que Kaczynski ne veut pas recevoir. Très clairement, très clairement. D'ailleurs, la Pologne reçoit régulièrement des travailleurs étrangers, notamment du Bangladesh, de l'Inde, d'Indonésie, autre part, parce qu'ici, en Pologne, on est dans un boom économique sans précédent, donc on a besoin de travailleurs, donc de la mainmise ou de la main d'œuvre qualifiés venant d'autres pays. La Pologne en accueille tous les jours. Ce qu'elle ne veut pas, c'est que d'autres pays, surtout l'Allemagne, l'obligent à accueillir un certain type de réfugiés, parce que là, il s'agit très clairement toujours de réfugiés musulmans ou africains qu'on veut obliger la Pologne de prendre. Et là, il y a très clairement un niet qui est opposé à ce point de vue, qui est, je crois, toujours largement partagé par la population. Parce que il faut dire qu'ici en Pologne, selon mon expérience, en tout cas ces dernières années, on voit bien que le libéralisme à l'occidental, l'américanisation douce, etc., tout ça fait du progrès ici. Donc on est loin d'être maintenant une bastion cléricale fasciste du conservatisme tel que les médias français ou allemands veulent le faire croire. Au contraire, le pays bouge. Malheureusement, je dirais, de plus en plus vers un sens où on a vu tous les problèmes que ça pouvait poser à des pays comme la France ou l'Allemagne, mais et donc le parti se trouvait déjà dans un certain problème maintenant, parce qu'il y a cette ambiance, disons, d'un mouvement général vers la gauche, mais là, ça pourrait, cette décision pourrait peut-être sauver le PiS pour une période de plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les conservateurs perdent les élections, si la gauche libérale arrive au pouvoir, alors non seulement c'en est fini pour le conservatisme ici en Pologne pour les 10 prochaines années au moins, mais comme ça a déjà été annoncé, on sera dans le début d'une série de procès politiques qu'on a déjà annoncé pour détruire absolument tout ce qui reste ici de conservatisme. On sait évidemment vers où va la sympathie de Bruxelles et de Berlin. Donc il s'agit vraiment maintenant de jouer le tout pour le tout, car si la Pologne n'est plus le pays conservateur le plus important de l'Europe maintenant après l'Italie, mais s'aligne avec la gauche libérale, alors ça devient très 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 difficile pour le reste de l'Europe quelque part de refuser la pression qui vient de Bruxelles. Oui, donc quand on vous écoute, David, c'est passionnant, même inquiétant pour les Polonais. Finalement, c'est une véritable, plus que lutte politique. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est une véritable lutte culturelle qui pourrait engager la Pologne pour bien des années. Mais vous avez un peu évoqué, finalement, est-ce que vous pensez que des Polonais pourraient voter le PiS, le Parti droit et justice, chose qu'ils ne votent pas encore, parce que ce référendum, ils y tiennent, et est-ce que ça pourrait renforcer le PiS? Vous avez un peu répondu, mais finalement, est-ce que ça pourrait finalement renforcer le PiS pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin peut-être les prochaines années du moins, ne soyons pas trop excessifs? Pour une période de législation, oui, j'espère. Ouais. J'espère vraiment. D'ailleurs, c'est ça un peu le calcul actuel. Parce que le problème, c'est que le PiS, il reste le parti le plus important du pays, avec 35% d'intention de vote actuellement. Le premier parti d'opposition, l'ancienne plateforme, on est à 27%. Donc, on est loin derrière le PiS. Mais 35% ne suffisent pas à avoir une majorité absolue selon le système polonais, forcément. Donc, le PiS devrait, au pire, s'allier avec la Konfederacja, qui est le parti plus à droite que le PiS, qui a gagné récemment pas mal en intention de vote, qui sont un parti relativement jeune, extrêmement libertaire, très nationaliste, plus nationaliste qu'européen, et qui actuellement se trouve à 10% des intentions de vote. Donc, bon, l'un et l'autre refusent une coalition. Actuellement, bon, maintenant, après les élections, ça pourrait encore être relativement différent, mais là, disons que je crois que c'est relativement bien parti. Bon, évidemment, c'est encore un peu tôt, et on est sûr qu'il y a pas mal
de choses désagréables qui vont être sorties comme un lapin du chapeau du magicien. Donc il y a pas mal certainement encore de surprises auxquelles on peut faire face. Et surtout, ce qui est très clair, c'est qu'à la fois Berlin et Bruxelles et je crains le pari politique veuillent absolument faire changer le pouvoir ici à Varsovie, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que bon, l'Italie en tant que pays conservateur, on sait bien que la durée moyenne des gouvernements italiens c'est jamais top, donc c'est bien, mais on n'est pas vraiment sûr. Or, à part ça, il y a Orban qui actuellement s'est mis comme dans une situation relativement isolationniste avec la guerre contre la Russie. La Pologne reste finalement le seul pays conservateur à l'intérieur, disons, d'un certain entendement général au sein de l'Union européenne. Donc, si la Pologne tombe, alors il y aura des jours obscurs pour l'Europe qui sont à venir. Mais alors, on va en parler effectivement, mais ce refus, ou du moins, c'est pas même pas un refus, c'est la volonté d'un peuple de faire un référendum sur l'immigration, parce que il est question de ça aussi, parce que ce qui est derrière, c'est un référendum sur l'immigration. Finalement, on voit bien que ça va compliquer les relations avec la Commission européenne. Et est-ce qu'on pourrait, selon vous, David Engels, est-ce qu'on pourrait assister à une escalade de sanctions entre Varsovie et Bruxelles, alors que déjà les relations étaient compliquées, elles se sont peut-être apaisées avec la guerre en Ukraine, hein, mais bon. Même pas. D'accord. Au fond, ça ne peut pas être pire parce que actuellement, la Pologne n'a toujours pas reçu les aides Covid, c'est-à-dire 35 milliards d'euros, et la Pologne n'a toujours pas reçu les fonds de cohésion de l'Union européenne, 75 milliards d'euros. Hein, donc, on est à 110 milliards d'euros que l'Union européenne a refusé de payer à la Pologne actuellement. Donc ça ne peut pas devenir beaucoup pire à part le retrait du droit de vote qui pourrait peut-être encore être une de ces mesures à venir. Donc on est déjà dans une escalade sans précédent là actuellement. Bon, c'est sûr que l'aide polonaise, l'investissement polonais pour l'Ukraine joue un certain rôle modérateur, mais ce qui est sûr aussi, c'est que d'abord l'Allemagne voit d'un très mauvais œil, au fond, l'engagement polonais aux côtés de l'Ukraine, parce que l'Allemagne se prépare tout doucement au rôle d'être le pays qui va financer la reconstruction de l'Ukraine pour transformer l'Ukraine dans un nouveau hinterland économique pour l'Allemagne. Et donc le risque de voir Varsovie émerger comme futur pouvoir, disons, pas hégémonique, mais futur pouvoir central finalement en Europe orientale, ça Berlin le voit d'un très mauvais œil, et les relations avec les États-Unis sont très tendues aussi pour des raisons idéologiques, forcément le gouvernement Biden étant ce qu'il est, et le PiS étant un parti conservateur chrétien. Donc ça ne peut pas devenir beaucoup pire actuellement, mais oui, ce qui est sûr, c'est que les Polonais eux-mêmes, et surtout à cause de et c'est vrai, leur amour pour l'Europe, la Pologne est heureuse de faire enfin partie de la civilisation européenne de nouveau et d'être plus quelque part dans les jupes de la Russie, et donc le fait d'être confronté tous les jours un barrage massif médiatique venant d'Allemagne, venant de France contre la Pologne, qui est décriée comme dictature, comme n'étant plus un état de droit, comme étant fasciste, etc. Pour les Polonais, c'est très difficile à supporter parce qu'ils sont attachés à l'idée européenne, à l'ancienne, plus celle qu'on a maintenant, mais en tout cas c'est l'idée initiale, qui était une très bonne idée, je crois, d'une unification européenne, et donc pour eux c'est assez difficile à supporter. Donc il y a à la longue, si vous êtes polonais maintenant et si vous voyagez à Paris ou à Berlin, la première chose qu'on va vous dire, n'est-ce pas trop difficile d'habiter dans une dictature, ça va quand même être difficile. Ben, à la longue, après des années et des années et des années, ça trouve son petit chemin chez les Polonais. Donc c'est sûr que cette pression psychologique massive, elle est très difficile à supporter pour beaucoup de Polonais, et aussi d'un point de vue économique, évidemment. Qui veut, au fond, faire du commerce avec un pays décrié de partout comme étant une dictature? David Engels, dernière question. Ce texte sur l'immigration n'est-il pas l'incarnation finalement du naufrage européen concernant la pression migratoire de plus en plus forte sur le sol européen, notamment, et surtout la porosité de Schengen? Est-ce que ce texte-là, il n'incarne pas-t-il pas ça finalement?
Ben, c'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs. Ce qui est clair d'un côté, c'est qu'il faut aider d'une manière ou d'une autre l'Italie, la Grèce, l'Espagne, donc les pays qui affrontent cet afflux de réfugiés. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que actuellement, les données idéologiques qui sont derrière cette gestion des flux migratoires est extrêmement pro-migration. C'est-à-dire, au lieu d'aider les Italiens et les Grecs à renvoyer les gens chez eux, et à être sévère sur les critères d'admission et à aider justement à faire de la politique anti-migratoire à 5 kilomètres des côtes de la Tunisie et non pas à 100 mètres de la côte italienne, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Or, au contraire, l'Union européenne, surtout l'Allemagne, mais aussi, hélas, la France, envoie ce signal qui veut dire nous avons besoin de nouveaux citoyens, nous sommes tellement humanistes et en plus on a besoin de main-d'œuvre, etc. Venez et venez nombreux, car c'est ça le signal, surtout envoyé par Merkel à l'époque et toujours maintenant par le gouvernement allemand. Et ben c'est face à ça aussi que l'Italie et la Grèce ont des problèmes, parce que d'un côté on incite les migrants à venir, d'un autre côté on n'aide pas les pays comme la Grèce ou l'Italie qui sont au premier front de cela. Donc on peut comprendre que l'Italie et la Grèce aient accueilli, disons, la volonté de relocaliser des migrants avec une certaine sympathie, parce que c'est eux qui doivent, pour ainsi dire, gérer le tout. Mais malheureusement, sous des auspices pro-migratoires et non pas critiques par rapport à la migration. Et c'est ça le vrai problème. Et d'ailleurs, ça se voit très bien. Pour ainsi dire, tous les pays en Europe ont été on signalait ou on saluait cet accord sur la migration avec un nombre relativement bas de 30 000 migrants minimum évidemment, comme un pas dans la bonne direction, sauf l'Allemagne. En Allemagne, jusqu'à maintenant, vous avez partout dans les médias, dans la politique, tout le monde qui se plaint et qui dit qu'on n'est pas allé assez loin et que au contraire, à la fois les écologistes, les socialistes, etc., disent déjà maintenant il faut œuvrer au sein du Parlement européen à ce que cet accord-là soit élargi et que le nombre soit déjà massivement augmenté. C'est ça, au fond, le problème, c'est que ce texte qui parle uniquement d'un minimum de 30 000 migrants peut paraître relativement anodin, mais c'est une porte d'entrée pour relativement facile pour un agrandissement, pour juste pourquoi pas ajouter un zéro après les 30 000, n'est-ce pas? Et c'est ça évidemment le but actuel de l'Allemagne, et c'est ça le vrai problème. En tout cas, vous devriez faire peut-être comme Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui va en Tunisie proposer 26 millions d'euros et qui se fait envoyer sur les roses de belles politiques d'immigration. Merci beaucoup, David Engel, vous êtes essayiste et historien. Merci d'être passé par nos studios, en tout cas. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir.